Merci Alexia, merci à votre équipe d'avoir initié cette rencontre et cette journée. Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas très bien ce que je viens faire là, mais vous m'avez invité. Moi, j'ai répondu présent, je suis là, je fais ce que je peux. Euh, je vais faire. J'ai pas construit une intervention, mais j'ai quand même parcouru 30 ans de questionnement sur cette problématique que moi je définirais un peu différemment. Pour moi, la vraie problématique, c'est territoire et santé. On peut se dire de quoi on parle. C'est la première question. Je crois que tu l'as posée au départ, Alexia. Qu'est-ce que c'est la santé? La santé, pour moi, c'est pas l'état de bien-être de l'OMS, c'est, mais pas que, c'est surtout la possibilité d'avoir une place dans la vie de la cité. Et j'ai comme référence le père Brzezinski en 87, me semble-t-il, qui disait que avoir une place dans la vie de la cité, eh ben, c'est un certain nombre de facteurs qui sont en même temps déterminants et déterminés. On arrive bien aux déterminants de la santé dont parlait tout à l'heure Cédric Arcos, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire le toit, c'est-à-dire la santé et c'est-à-dire la formation. Et si on n'a pas accès à ces quatre pieds, eh ben, on marche de travers, on fait comme moi en ce moment, on est boiteux. Et ce n'est pas très agréable et on ne peut pas trouver sa place dans la vie de la cité. Pour moi, donc, c'est en même temps la santé et ses déterminants qui sont indissociables et qui permettent de trouver sa place dans la vie de la cité. Quant au territoire, là, moi, j'ai vécu ces 30 ans ou même plus, 35 dernières années, et j'allais dire, le résultat est assez schizophréniant. Il n'est pas schizophréniant, il est pentaphréniant. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout où on est, sans dire qui fait quoi. Alors, il y a la multiplicité des territoires, les territoires politiques. On parle, et moi, je trouve ça intéressant qu'à un moment donné, ça n'a pas duré très longtemps, on croise politique de la ville et politique de santé. Mais on est en plein au cœur de la question territoire et santé. Et il y a bien les territoires institutionnels, mais qui changent. Alors moi, j'ai connu les contrats de ville, puis les contrats d'agglo, puis le Grand Paris Sud-Est Avenir, puis voilà. Et puis les bassins de recrutement des hôpitaux, parce qu'il ne faut pas les oublier, tout ça. Mais il n'y en a pas deux qui sont puis les territoires en santé mentale, les territoires des secteurs en santé mentale. Il n'y en a pas deux qui sont superposables. C'est assez intéressant tout ça. Et puis, ça continue. Ce qui continue, c'est qu'on crée des dispositifs soi-disant territoriaux qui se multiplient et se chevauchent les uns les autres comme une espèce de millefeuille sans fin. Sans avoir mis en application le premier, on en est déjà au troisième. Et on ne sait pas très bien où on va. On a connu un certain nombre de dispositifs et de lois. Moi, la première qui me reviennent, c'est la loi Kouchner sur les droits des patients et les réseaux de santé. C'était pas mal, les réseaux sont un des outils, un des observateurs intéressants de cette histoire de territoire et santé. Puis après, il y a eu HPST, puis après, il y a eu la loi santé de Marisol Touraine. Puis maintenant, on n'a pas de loi, mais on a quand même le Covid avec un certain nombre de textes qui défilent, souvent contradictoires les uns après les autres. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est bien la question. Et on est en plein, on pédale, ou on nage, où on brasse dans la complexité. Et moi, je suis complètement Cédric Arcos sur la façon dont il pose la problématique. C'est vrai que l'articulation entre le local et le national, c'est la vraie question. C'est-à-dire comment on arrive à réguler des politiques qui aujourd'hui sont essentiellement verticales, pyramidales, et des pratiques qui sont essentiellement transversales, territoriales. Je me marre, mais pas toujours bien. Des fois, je ris un peu jaune là-dessus. Mais la vraie question, la vraie quadrature du cercle, elle est là. Bien sûr qu'il faut construire plus que des collaborations. Il faut co-construire. Et que les vrais enjeux, c'est les enjeux de cette co-construction territoriale. Mais après, comment on fait remonter ça? Aujourd'hui, ça descend plutôt du sommet vers le bas, et c'est des injonctions souvent paradoxales, des instructions, des règlements, des circulaires, des trucs, des machins qu'il faut appliquer très vite et qui changent avant même qu'on ait pu les appliquer. Alors c'est vrai que moi je suis un peu hybride là-dedans, je suis médecin, c'est vrai, mais pas que. J'ai traversé un certain nombre de dispositifs et je suis au cœur des dispositifs institutionnels sur la santé.
Je suis membre du bureau du Conseil territorial de santé de Mont-du-Val-de-Marne. Je suis animateur de la commission de réflexion sur la santé mentale. Je siège à la CRSA. Je suis élu à la CRPS. Je suis administrateur des FACS. J'étais à un moment donné président, vice-président du RESIF, c'est les réseaux des réseaux, etc. Je suis au cœur de ces problématiques depuis 30 ans. Et j'ai, hélas, aujourd'hui, les réponses, bien sûr qu'elles sont évidentes. Les réponses, c'est concilier le national et le local. C'est facile à dire, on a écrit plein de trucs. Alors, c'est assez drôle parce que dans le cadre du travail qu'on fait dans les commissions, il y a 2-3 commissions intéressantes à la CRSA. C'est la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, qui est l'espèce de parlement de l'ARS. Il y a plein de gens qui font de la santé publique, de la santé communautaire. On s'est posé les questions d'éthique, notamment, de territoire, et puis on a pondu un certain nombre de recommandations, propositions, avec même des modalités de mise en œuvre, qui sont remontées jusqu'au président de la CRSA, en qui on a une entière confiance pour être le relais de tout ça, c'est Jean-Pierre Burnier, et qui remonte au président, au directeur de l'ARS. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie volonté politique du directeur de l'ARS, Aurélien Rousseau, sur la question des inégalités. Il l'a affiché, il l'a annoncé, il essaye de faire des trucs, mais entre la volonté politique que je ne remets pas en question et que j'admire aujourd'hui, et la mise en œuvre sur le terrain, il y a un certain nombre de strates comme ça, l'organisation, la logistique, les structures, comment ça redescend sur le terrain, eh ben, j'en sais rien. Et comment ça remonte, on a du mal à faire remonter. Donc, c'est un peu compliqué. On est dans le constat d'une complexité entre dynamique descendante et dynamique ascendante, mais l'articulation entre les deux, je ne sais pas vraiment où ça fait juste 30 ans qu'on l'exerce, hein, qu'on essaye de l'exercer. Non, on n'a pas trouvé la faille, on n'a pas trouvé la façon de faire marcher l'ascenseur dans les deux sens. Alors, je crois qu'il faut une volonté politique, il faut des moyens, on n'a pas toujours les deux, et il faut une vraie confiance. Et là, avec le Covid, on est en pleine crise de confiance. On est dans une période d'incertitude, mais tous, autant les gens qui décident que nous sur le terrain, et les malades. Et dans cette période d'incertitude, la place de la confiance, elle est quand même en questionnement. Et on ne sait pas très bien qui dit quoi. Et puis, comme les discours et les paroles changent, c'est un peu compliqué. Je suis désolé, mais je fais un peu du touchisme. Hein. Je n'ai pas construit un fil de mon intervention, mais des points comme ça, des éléments que je voulais, plus des témoignages divers et variés, mais qui vont tous dans le même sens, de cette nécessité d'articuler le local et national et de décloisonner le vertical et le transversal. Mais ça, c'est facile. On l'a dit, on l'a écrit, on a plein de rapports. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qui en fait quoi? Alors, sur le terrain, on peut faire des trucs, c'est vrai. Mais nous, on a participé dans nos logiques territoriales à une douzaine de dispositifs spécifiques, pilotes, intermédiaires, expérimentaux, les DSQ, les DSU, les 400 quartiers, j'en passe et des meilleurs. Et puis 2 ans après, ou même pas 6 mois après, c'était fini. On part sur autre chose. Donc, la difficulté, c'est la continuité, l'évaluation de ces dispositifs. Ce serait intéressant. Je n'ai pas vu grand-chose. La coordination, c'est une vraie question. Quelle coordination et la temporalité des stratégies. C'est vrai que ça bouge beaucoup, que chaque ministre ou chaque équipe fait sa loi ou fait ses textes. Et puis celui d'après, son premier truc, c'est de changer les textes de celui d'avant. Donc, c'est un peu compliqué d'articuler quelque chose dans tout ça, mais on survit, on surnage. Ça fait 30 ans qu'on arrive à avoir des financements divers et variés, avec des lignes diverses et variées, souvent contradictoires. Souvent, sur le même projet, on a des financements sur l'effet psychique du Covid, sur l'accompagnement psychologique des parcours d'exil, et en même temps sur les violences faites aux femmes. Mais on arrive quand même à faire un dispositif. Alors, là, on a fait ça il n'y a pas très longtemps, un centre d'accueil, d'écoute et d'orientation autour du syndrome de stress post-traumatique. Il a
3-4 mois d'existence. On a un peu de tout. On a des financements jusqu'en juin. Est-ce qu'on pourra continuer? J'en sais rien. Mais les demandes viennent, et des médecins, et des PASS, et des travailleurs sociaux, et des équipes associatives. Donc, on peut faire des trucs, c'est vrai, mais comment ces dispositifs peuvent perdurer? Quelle capitalisation en tirer? Moi, c'est ce que j'essaye de faire là, mais j'ai un peu de mal. On rame un peu, on baigne dans l'incertitude, et pas qu'à cause du Covid, parce que les dispositifs et les logiques institutionnelles sont assez fluctuantes. Il y a quand même, et je suis d'accord avec Cédric, il y a le minimum, c'est les valeurs partagées. Là, on peut que se féliciter qu'Aurélien Rousseau défende la lutte contre les inégalités de santé, les mettre dans ses priorités. C'est assez nouveau. Il le dit, il le fait. Donc avec Luc Ginaud, qui est le directeur de la santé publique à l'ARS, il y a un programme qui est en train de se mettre en place. On peut que les féliciter et on verra ce que ça donnera. Là, on va jouer avec eux, c'est évident. Qu'est-ce que j'avais envie de raconter encore? Oui, tout ça, c'est une espèce de melting pot où tout se mélange. Bien sûr que la question de la santé mentale, on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle est au milieu de tout ça. Et quand je dis la santé mentale, ce n'est pas la psychiatrie, ce n'est pas les malades mentaux, c'est la souffrance psychosociale. Les gens ne vont pas bien. Et le Covid n'arrange pas les choses, la Covid. La vraie question, c'est comment quelle logique, quelle stratégie pour demain, santé, territoire. Comment on passe le local, il y a plein de gens qui ont fait des trucs intéressants, il y a plein de sites, il y a plein d'équipes. Ça fait 30 ans qu'on est dedans, il y a des tas de gens qui savent faire, qui ont des compétences, qui ont une expertise, mais comment c'est reconnu, comment c'est institutionnalisé au niveau simplement des éléments de méthode. Hein. On ne prétend pas que ce qu'on a fait, il faut que tout le monde le fasse et partout, mais on aimerait bien pouvoir en tirer des éléments de méthode qui soient utilisables, applicables, déclinables en fonction des réalités locales. Les réalités locales ne sont pas les mêmes. Il faut aussi accepter la diversité, ce qui n'est pas toujours simple. Et la question de tout ça, c'est quelle médiation pour faire fonctionner la démocratie en santé, pas d'homogénéité des politiques, pas d'homogénéité des territoires eux-mêmes. Comment on articule les logiques pyramidales et les logiques transversales. On a l'impression que on délègue aux associations, aux effecteurs de terrain, pas que les associations, ce que les institutions ne savent pas faire. Deux exemples. Il y a 25 ans, en réunion départementale avec le préfet, le directeur de l'ADAS, à l'époque il n'y avait pas d'ARS, il y avait l'ADAS, la question se posait de la santé des publics très vulnérables et des migrants. Et le préfet a dit, mais c'est pas grave, pour ça on a une association qui s'occupe de ça, on est tranquille, peinard. On a l'impression d'être, et on touche des financements pour ça, on a l'impression d'être financé pour faire la voiture balai des mesures délétères d'une machine qui tourne tranquille en laissant les gens sur le bord du chemin, et nous on est payé pour essayer de les ramasser. C'est quand même un peu difficile, mais si on ne le fait pas, qui c'est qui va leur tendre la perche, leur ouvrir la porte? On est comme ça dans une autre contradiction, au cœur de la complexité, et on y va depuis 30 ans, mais on se pose des questions. On n'a pas de... Voilà, ce que j'avais envie de vous faire partager, c'est un peu tout ça, et que la question, et elle a été posée par la dernière intervention, comme par Cédric, il me semblait, quand les ARS ont été créés, que leur mission, c'était d'accompagner les initiatives de terrain, de les soutenir, de les appuyer. Or, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas été formés pour ça? Est-ce qu'ils n'ont pas le temps? Est-ce qu'ils ont d'autres choses à faire? Mais a priori, l'expérience qu'on a, c'est que la question de l'accompagnement qui me semble moins essentielle et qui me semble être de leur mission, eh bien, on est encore un peu à côté de la plaque. L'accompagnement du déploiement de la transversalité, de l'innovation. Hein. Si c'est pour l'accompagnement de la verticalité, ça marche bien. Et la question qui est importante, c'est que par rapport à tout ça, ces incertitudes, ces questionnements, cette nécessité d'adaptation,
il faut qu'on comprenne qu'on a besoin de prendre un peu de recul, tous ensemble, et de prendre le temps de ce recul qui est un vrai luxe, parce qu'on est soumis à la pression de l'urgence, et je ne suis pas sûr que ça permette d'avancer, peut-être d'avancer momentanément, mais pas dans la durée, et pas dans la pérennité, et pas de poser des éléments de méthode qui soient susceptibles d'apporter à l'ensemble des acteurs. Voilà. Moi, je finirai par un, j'ai été formé en promotion de la santé au Québec dans les années 90. Et ce que j'ai retenu là, de ce premier séminaire de promotion de la santé, ça devait être en juin 90, c'est faire local, penser global. Et je pense que entre le local et le national, c'est l'essentiel de ce qu'il faut qu'on retienne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on permette aux gens de faire et qu'on prenne du recul un peu pour les aider à faire une réflexion et des éléments de méthode. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter un peu dans le désordre. Je vous prie de m'en excuser, mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire mieux aujourd'hui. Merci de votre accueil. Merci beaucoup Bernard. Merci pour ce témoignage aussi. C'était important aussi d'avoir des acteurs de terrain qui viennent livrer leurs questionnements et leurs réflexions. Il me semble que tu as bien mis en avant, alors déjà, les stratégies subies, parfois, d'adaptation et de bricolage qui sont nécessaires. Et la question de la temporalité se pose aussi donc la question, justement, de cette pérennité, de cette continuité. Et il me semble que on y reviendra peut-être, mais l'éthique, en questionnant les valeurs, pose des questions aussi de cette continuité et peut-être un tenant d'une possible continuité lorsque les programmes ou les politiques publiques évoluent constamment. Et puis, dernier élément, il me semble que ton témoignage révélait également toute la place du doute. Alors, c'est un doute qui est parfois perturbant pour pouvoir avancer, mais aussi qui montre dans quelle mesure le questionnement des pratiques et les questionnements sur les pratiques est essentiel. Et il me semble que ton intervention montrait bien cela. Merci encore. Je précise que Bernard n'est pas dans un état de santé optimal et donc merci encore d'avoir pris un peu de temps et pour pouvoir intervenir.